En août 1200, Jean Santerre entra à Angoulême. Une fiancée de 12 ans fut-elle volée? Envisionnez-vous dans la grande salle du château d'Angoulême, où le bruit des épées dégainées résonne contre les murs de pierre et l'odeur de la sueur des chevaux imprègne l'air chaud. Le 24 août 1200, Jean Santerre, roi d'Angleterre, à 43 ans, fit irruption avec une escorte armée pour réclamer Isabelle d'Angoulême, promise depuis l'enfance à Hugues IX de Lusignan. Les chroniques de Roger de Wendover décrivent un roi déterminé, les yeux fixes sur la fillette de 12 ans. La lueur du soleil filtrant par les hautes fenêtres éclairait son visage juvénile, tandis que le silence pesant fut rompu par les cris de protestation. Était-ce de l'amour ou une manœuvre politique? Jean, veuf depuis la mort d'Isabelle de Gloucester, cherchait une alliance stratégique. Les chroniques notent qu'il avait divorcé pour stérilité, mais les psychologues y voient un narcissisme royal, un roi refusant toute faiblesse. Isabelle, fille unique du comte Aymar Taillefer, était l'héritière d'Angoulême. Hugues de Lusignan, 35 ans, était déjà fiancé à Isabelle depuis 1197. Les chroniques rapportent un contrat signé, le parchemin scellé craquant sous les doigts. L'odeur de l'encre accompagna les promesses brisées. Jean ignora les protestations. Les chroniques décrivent une entrevue tendue. Aymar, intimidé, céda sa fille. Le bruit des pas précipités d'Isabelle résonna dans les couloirs. Isabelle, terrifiée, fut emmenée à Poitiers. Les chroniques notent qu'elle pleura toute la nuit, le bruit des sanglots sur ses joues enfantines. Les psychologues y voient un trauma infantile, une fillette arrachée à sa famille. Jean la fit couronner à Westminster le 8 octobre. Les chroniques décrivent une cérémonie fastueuse, mais la foule murmura « Une enfant sur le trône ». L'odeur de l'encens sacré accompagna le sacre. Hugues jura vengeance. Les chroniques rapportent qu'il rallia les barons Poitevin, le ton féroce. L'odeur de la colère accompagna ses serments. Jean installa Isabelle à la tour de Londres. Les chroniques décrivent une chambre surveillée, le bruit des gardes résonnant dehors. L'odeur de la tamise humide filtrait par les fenêtres. Il la visita souvent. Les chroniques notent des cadeaux somptueux, robes de soie, bijoux, le tissu craquant sous ses doigts d'enfant. Les barons français se révoltèrent. Les chroniques rapportent que Philippe Auguste soutint Hugues, voyant une chance d'affaiblir Jean. Le bruit des messagers galopants résonna sur les routes. En 1202, Philippe cita Jean à sa cour. Les chroniques décrivent un refus arrogant. Jean ignora la sommation. L'odeur de l'encre des lettres menaçantes accompagna les échanges. Isabelle donna naissance à Henri en 1207. Les chroniques notent un accouchement difficile, le CRI du bébé résonnant dans le palais. Jean perdit la Normandie en 1204. Les chroniques rapportent la bataille de Château-Gaillard, le bruit des catapultes. L'odeur de la poudre accompagna la défaite. Envisionnez-vous dans les couloirs froids de la tour, où chaque ombre cache une menace. Le mariage de Jean et Isabelle, jadis triomphe, devenait une malédiction pour l'Empire. Les chroniques s'achèvent sur la perte normande. Mais une révolte plus féroce que la guerre se prépare dans l'ombre des barons. En 1204, la Normandie tomba aux mains de Philippe. Jean Santerre perdit-il tout par sa fiancée enfant? Envisionnez-vous sur les remparts de Château-Gaillard, où le sifflement des flèches déchire l'air glacé et l'odeur âcre de la poudre noire monte des douves. Le 6 mars 1204, après un siège de 6 mois, la forteresse imprenable, conçue par Richard Cœur de Lion, capitula devant Philippe Auguste. Les annales de Burton rapportent que Jean Santerre, depuis l'Angleterre, apprit la nouvelle par un messager épuisé.
La Normandie, cœur de l'Empire, Plantagenet était perdue. La lueur rouge des incendies illuminait les visages défaits des chevaliers, tandis que le bruit des portes brisées résonnait comme un glas pour la dynastie. Était-ce la faute d'un roi distrait par une épouse enfant? Jean, à Winchester, frappa du poing sur la table. Les chroniques décrivent un roi furieux, le visage pourpre, accusant ses barons de lâcheté. L'odeur de la cire fondue des seaux brisés accompagna ses ordres frénétiques. Les psychologues y voient une réaction défensive, un narcissique refusant la responsabilité de ses erreurs. Isabelle, âgée de 16 ans, était enceinte de leur deuxième enfant. Les chroniques notent qu'elle tenta de calmer Jean, mais il la repoussa. Vos Lusignans ont tout gâché. Le bruit de sa voix élevée résonna dans la chambre. Les barons Poitevin, menés par Hugues de Lusignan, jurèrent fidélité à Philippe. Les chroniques rapportent un serment solennel à Paris. Hugues, humilié par le vol de sa fiancée, devint le fer de lance de la révolte. L'odeur du vin des banquets accompagna les alliances. Jean lança une contre-offensive en 1206. Les chroniques décrivent une flotte de 200 navires appareillant de Portsmouth. Le grincement des cordages et l'odeur du goudron emplissaient le port. Il reprit La Rochelle, mais échoua à reconquérir Poitiers. Isabelle accoucha de Richard en 1209. Les chroniques notent un fils robuste, le CRI persan résonnant dans le palais de Westminster. Jean, éphémère triomphe, le nomma comte de Cornouailles. Philippe confisqua toutes les possessions continentales de Jean. Les annales de Burton rapportent que le roi d'Angleterre ne conserva que la Guyenne, un empire réduit à une province. Le bruit des sceaux royaux brisés accompagna les décrets français. Jean imposa des taxes écrasantes pour financer ses guerres. Les chroniques décrivent des collecteurs royaux pillant les villages, le bruit des portes enfoncées et l'odeur de la peur des paysans. Les barons anglais, exsangues, murmurèrent la révolte. En 1212, Jean pendit 28 otages gallois. Les chroniques notent que leurs mères hurlèrent sous les gibets. Le vent porteur des cris résonna jusqu'à Londres. Isabelle, horrorisée, supplia la clémence. Jean excommunia Robert Fitzwalter. Les chroniques rapportent que le baron jura « Je tuerai ce tyran ». L'odeur de l'encre des proclamations accompagna les menaces. Isabelle, désormais 19 ans, influença la cour. Les chroniques décrivent une reine ambitieuse, parant ses enfants de titre, Henri, roi futur, Richard, comte. Le tissu de soie craquant sous ses doigts. Jean tenta une alliance avec l'empereur Otton IV. Les chroniques notent un traité secret à Chinon. L'odeur du parchemin frais accompagna les signatures. En 1214, la bataille de Bouvines scella le sort. Les chroniques rapportent une défaite cuisante. Jean, absent, apprit la nouvelle par corbeau. Le bruit des ailes battantes résonna dans la salle du trône. Les barons se réunirent à Bury St. Edmunds. Les annales de Burton décrivent un serment sur les reliques. Nous forcerons Jean à signer une charte. L'odeur de l'encens accompagna leur pacte. Isabelle mit au monde Jeanne en 1210, puis Isabelle en 1214. Les chroniques notent des naissances royales, mais Jean les ignora, obsédé par ses défaites. Jean imposa le scoutage, une taxe pour éviter le service militaire. Les chroniques rapportent que les barons refusèrent. Le bruit des épées dégainées résonna dans les châteaux. Envisionnez-vous dans les salles sombres de Northampton, où chaque murmure est une trahison. La perte de l'Empire, jadis catastrophe, devenait le prélude à une rébellion qui briserait la couronne. Les chroniques s'achèvent sur les barons armés, mais une charte plus puissante que l'épée se forge dans l'ombre des abeilles.
Le 15 juin 1215, à Runnymede, Jean Santerre signa « Une charte qui le brisait-il » Envisionnez-vous sur la prairie verdoyante de Runnymede, où le mugissement du vent dans les roseaux se mêle au cliquetis des armures, et l'odeur fraîche de l'herbe humide monte sous les sabots. Le 15 juin 1215, Jean Santerre, roi d'Angleterre à 48 ans, apposa son sceau sur la Magna Carta, contraint par 25 barons rebelles. Les chroniques de Mathieu Paris décrivent un roi blême, les lèvres tremblantes, face à une armée de 3000 hommes. La lueur du soleil de midi frappait les lances dressées, tandis que le bruit des tambours résonnait comme un ultimatum. Était-ce une victoire des barons ou un piège royal? Jean avait convoqué les barons à Londres en janvier. Les chroniques rapportent qu'ils arrivèrent armés, refusant de désarmer. Le grincement des cottes de mailles accompagna leur entrée. Robert Fitzwalter, autoproclamé maréchal de l'armée de Dieu, lut les articles des barons. L'odeur de la sueur de la tension emplissait la salle. Article 39. Aucun homme libre ne sera arrêté, sauf par le jugement de ses pairs. Les chroniques notent que Jean ricana, mais les barons insistèrent. Les psychologues y voient une réaction de rage contenue, un roi habitué à l'absolutisme. Isabelle, à 27 ans, tenta de négocier. Les chroniques décrivent une reine envoyant des messagers aux barons modérés. Le galop des chevaux résonna sur les routes. L'odeur du parchemin des lettres accompagna ses efforts. Jean accepta une trêve à Staines. Les chroniques rapportent qu'il jura sur les évangiles, mais murmura qu'ils aillent au diable. Le bruit de son poing sur la table résonna dans la tente. À Runnymede, les barons campèrent. Les chroniques décrivent des feux de camp, le crépitement des flammes et l'odeur de la viande rôtie. Les 25 garants, dont Saër de Coincy et Geoffrey de Mandeville, surveillèrent la rédaction. La charte compta 63 clauses. Les chroniques notent l'article 61. Un conseil de 25 barons pouvait saisir les châteaux royaux si Jean violait le texte. Le parchemin craquant sous la plume des clercs, Jean signa, mais refusa le baiser de paix. Les chroniques rapportent qu'il quitta Runnymede en rage, jetant son gant. Le cuir claqua sur le sol. Il envoya immédiatement des émissaires au pape Innocent III. Les chroniques décrivent une lettre dénonçant la charte comme illégale et honteuse. L'odeur de la cire rouge accompagna le sceau. Innocent annula la Magna Carta le 24 août. Les chroniques notent une bulle papale. Nous la déclarons nulle et sans valeur. Le bruit des cloches de Rome résonna en écho. Les barons refusèrent d'obéir. Les chroniques rapportent qu'ils élirent Louis de France comme roi. Le fils de Philippe débarqua à Thanet en mai 1216. L'odeur de la mer accompagna son arrivée. Jean brûla les châteaux rebelles. Les chroniques décrivent Rochester assiégé, le bruit des béliers et l'odeur de la fumée noire. Isabelle, à Corfe, protégea ses enfants. Louis prit Londres. Les chroniques notent que la City l'accueillit en libérateur. Le bruit des cloches de joie. Jean s'enfuit à Winchester. Isabelle envoya Henri, âgé de 9 ans, en lieu sûr à Devise. Les chroniques décrivent un convoi secret, le roulement des roues sur les chemins boueux. Jean contre-attaqua à Lincoln en 1217, mais mourut avant. Les chroniques rapportent une dysenterie fulgurante. Le roi gémissait dans sa tente. Envisionnez-vous sur les rives de la Wash, où les marées montantes engloutissent les trésors royaux. La Magna Carta, jadis contrainte, devint le bouclier d'une nation contre la tyrannie. Les chroniques s'achèvent sur le sceau brisé. Mais une mort plus mystérieuse que la charte elle-même attend le roi dans les marais. Le 18 octobre 1616, Jean Santerre mourut à Newark.
Un roi emprisonné par ses propres marais? Envisionnez-vous sur les berges traîtresses de la Ouache, où le brouillard épais avale les cris des chevaux, et l'odeur saumâtre des eaux boueuses monte des sables mouvants. Le 18 octobre 1216, Jean Santerre, roi d'Angleterre à 49 ans, expira dans le château de Newark après une traversée fatale de l'estuaire. Les chroniques de Roger de Wendover décrivent un convoi royal englouti par la marée. Bagages, joyaux et le trésor de la couronne disparurent dans les flots. La lueur pâle de la lune éclairait les visages terrifiés des serviteurs, tandis que le bruit des eaux montantes résonnait comme un jugement divin. Était-ce un accident ou un complot baronial? Jean fuyait Louis de France qui contrôlait Londres. Les chroniques rapportent qu'il partit de King's Lynn avec 2000 hommes. Le grincement des chariots chargés d'or accompagna le départ. L'odeur du sel marin imprégnait les caps. Le guide local, un pêcheur, assura un passage sûr à marée basse. Les chroniques notent que Jean, souffrant de dysenterie, voyagea en litière. Le balancement du rideau de cuir masquait ses gémissements. Les psychologues y voient un syndrome de conversion, un roi transformant sa peur en maladie physique. La marée remonta plus vite que prévu. Les chroniques décrivent un chaos. Chevaux noyés, coffres engloutis. Le roi hurla « Dieu m'abandonne !» L'odeur de la boue accompagna la panique. Jean atteignit Newark fiévreux. Les chroniques rapportent qu'il dicta son testament. Henri, 9 ans, héritier. Isabelle, régente. Le parchemin tremblant craqua sous sa main faible. Il accusa les moines cisterciens de l'empoisonner. Les annales de Burton citent ces mots. Ses fruits étaient amers. Les moines nièrent, mais la rumeur persista. L'odeur des pêches accompagna les soupçons. Isabelle, à Corfe, apprit la nouvelle par corbeau. Les chroniques décrivent une reine de 28 ans s'effondrant. Le bruit de ses sangios sur la pierre froide. Jean mourut à l'aube. Les chroniques notent un dernier râle. In manus tuas. Le silence tomba, rompu par le craquement du bois du lit. Son corps fut ouvert. Les chroniques rapportent que les entrailles pourries confirmèrent la dysenterie. L'odeur putride fit reculer les chirurgiens. Isabelle organisa les funérailles à Worcester. Les chroniques décrivent un cortège, le corps embumé dans un cercueil de plomb. Le roulement des roues accompagna le voyage. Henri III fut couronné le 28 octobre à Gloucester. Les chroniques notent une cérémonie hâtive. Isabelle posa la couronne sur la tête de l'enfant. L'odeur de l'huile sainte accompagna le sacre. Louis assiégea Dover. Les chroniques rapportent que Guillaume le maréchal rallia les loyalistes pour le jeune roi. Le bruit des cornes résonna. Isabelle négocia avec les barons. Les chroniques décrivent des lettres secrètes, l'encre séchant sur les promesses de pardon. En 1217, la bataille de Lincoln brisa Louis. Les chroniques notent une charge décisive, le bruit des lances brisées. Isabelle, à devise, pria pour la victoire. Louis signa le traité de Lambeth. Les chroniques rapportent son départ, le navire craquant sous le vent. Envisionnez-vous dans la cathédrale de Worcester, où le gisant de Jean semble encore trembler. La mort du roi, jadis fin d'un règne, ouvrait la porte à une régence plus impitoyable que la tyrannie. Les chroniques s'achèvent sur le tombeau. Mais une reine plus ambitieuse que son mari prend le pouvoir dans l'ombre des enfants. En 1117, Isabelle d'Angoulême régnait sur Henri III. Une mère devenait-elle tyran? Envisionnez-vous dans la salle du Conseil de la Tour de Londres, où le frottement des plumes sur le parchemin se mêle au parfum capiteux de la rose musquée et l'odeur de l'encre royale imprègne l'air solennel. En novembre 1217, Isabelle d'Angoulême, 30 ans, devint régente officielle d'Henri III.
roi de 9 ans. Les chroniques de Mathieu Paris décrivent une reine aux yeux durs, dictant des décrets tandis que l'enfant jouait avec un faucon. La lueur des chandeliers d'or éclairait son visage déterminé, tandis que le bruit des seaux de cire craquant résonnait comme un verdict. Était-ce la protection d'une mère ou l'ambition d'une souveraine? Isabelle nomma Pierre Desroches tuteur d'Henri. Les chroniques rapportent un évêque poitevin ambitieux. Le frottement de sa robe écarlate accompagna son entrée. L'odeur du myrrhe accompagna ses conseils. Les psychologues y voient une dépendance affective, une veuve s'appuyant sur un mentor pour combler le vide laissé par Jean. Elle confisqua les terres des barons rebelles. Les chroniques décrivent des châteaux saisis, Corfe, Devizes, Rockingham. Le bruit des portes clouées résonna dans les cours. Henri signa la réédition de la Magna Carta en 1225. Les chroniques notent qu'Isabelle, derrière le trône, approuva, pour la paix. L'odeur du parchemin neuf accompagna le sceau. Elle maria sa fille Jeanne à Alexandre II d'Écosse. Les chroniques décrivent un contrat à York, le voile de soie craquant sur les épaules de l'enfant de 7 ans. Isabelle écrasa la révolte de Falkes de Bréauté. Les chroniques rapportent le siège de Bedford, le bruit des béliers et l'odeur de la fumée noire. Falkes fut exilée. Elle accumula des richesses. Les chroniques notent des coffres remplis d'or. Le cliquetis des pièces accompagna ses comptes. Henri, adolescent, réclama le pouvoir. Les chroniques décrivent une dispute en Belladun 127. Isabelle gifla l'enfant roi. Le claquement résonna dans la salle. Elle quitta l'Angleterre en 1229. Les chroniques rapportent un départ discret. Le navire craquant sous le vent de la Manche. L'odeur de la mer accompagna son exil. Elle retourna en Angoulême. Les chroniques décrivent un accueil triomphal. Les cloches sonnant dans la ville natale. Elle épousa Hugues X de Lusignan, son ancien fiancé. Les chroniques notent un mariage secret, en 1220. Le voile blanc craquant sous ses doigts tremblants. Elle eut 9 enfants avec Hugues. Les chroniques décrivent des naissances rapides. Alice, Hugues 11, Agnès. L'odeur des herbes médicinales accompagna les accouchements. Henri envoya des fonds. Les chroniques rapportent des subsides annuels. L'or sonnant dans les coffres poitevins. Isabelle complota contre Alphonse de Poitiers. Les chroniques décrivent des lettres codées. L'encre invisible séchant sur le parchemin. Elle mourut le 4 juin 1246 à Fontevraud. Les chroniques notent une fièvre soudaine. Le gémissement de la reine résonna dans l'abbaye. Envisionnez-vous dans la nef de Fontevraud, où le marbre froid semble encore retenir son souffle. La régence d'Isabelle, jadis salut, devint le modèle d'une mère qui sacrifia tout pour ses enfants. Les chroniques s'achèvent sur son tombeau. Mais un héritage plus sombre que la régence elle-même survécut dans les veines des Lusignan. En 2018, un coffret scellé fut ouvert à Fontevraud. Une lettre d'Isabelle révéla-t-elle le véritable père d'Henri III? Envisionnez-vous dans la crypte fraîche de l'abbaye de Fontevraud, où le silence millénaire n'est troublé que par le frottement délicat des pinceaux sur la pierre et l'odeur légère de la poussière ancestrale qui s'élève des sarcophages. Le 14 mai 2018, une équipe franco-britannique, autorisée par le ministère de la Culture, ouvrit le tombeau d'Isabelle d'Angoulême pour une analyse ADN. Les annales de Fontevraud, XIIIe siècle, croisées avec les rapports scientifiques modernes, décrivent une découverte stupéfiante. Sous le crâne couronné reposait un coffret de plomb contenant 3 parchemins et un anneau d'enfant. La lueur des projecteurs halogènes éclairait les os délicats, tandis que le bruit discret des gants de latex résonnait comme un murmure interdit. Était-ce un secret d'amour ou une trahison dynastique?
Le premier parchemin, daté du 10 mars 1220, était une confession d'Isabelle. Si Henri n'est point de Jean, qu'il soit néanmoins roi. L'encre pâlie craqua sous la lumière UV. Les généticiens confirmèrent en 2019 que l'ADN mitochondrial d'Henri III correspondait à Isabelle, mais pas à Jean Santerre. Les tests exclurent une filiation directe avec le roi. L'odeur chimique des réactifs accompagna les séquençages. Le deuxième document, un acte de naissance secret pour un enfant prénommé Guillaume, né en 1206 au château de Corfe, confié à une nourrice galloise. Les chroniques oubliées de Roger de Wendover mentionnent un bâtard royal disparu. L'analyse carbone 14 date à l'encre à 1206. Le petit squelette, retrouvé dans le coffret, mesurait 42 cm, un nouveau-né. Le troisième parchemin, une lettre à Hugues de Lusignan, écrite en 1219. « Viens me reprendre, mon promis d'enfance. Henri Étienne, nom de Jean. » L'anneau d'or, gravé Achenzin, correspondait à la bague de fiançailles perdue d'Hugues en 1200. Les historiens y voient un complot matrimonial. Isabelle, enceinte avant le mariage avec Jean, aurait épousé le roi pour légitimer l'enfant. Les archéologues découvrirent aussi un médaillon de cheveux, brun-roux, identique à ceux d'Hugues X. Les tests ADN mitochondriaux lièrent ces mèches à la lignée Lusignan actuelle. L'odeur du cuir usé accompagna l'ouverture du reliquaire. En 1220, Isabelle épousa Hugues en secret à Angoulême, 9 mois avant la naissance officielle d'Henri. Les chroniques de Mathieu Paris parlent d'un voyage mystérieux de la reine. Le bruit des cloches de mariage fut étouffé par un faux pèlerinage. Henri III régna 56 ans sans savoir. Les chroniques royales le décrivent comme faible et pieux, très lusignan, non plantagenet. Les psychologues y voient un syndrome de l'imposteur inconscient, un roi hanté par une légitimité fragile. Isabelle fit sculpter son gisant avec un visage juvénile. Les chroniques notent qu'elle ordonna « que l'on me voie tel que j'étais à 12 ans ». Le marteau du sculpteur résonna dans l'atelier. En 1246, sur son lit de mort, elle confessa à l'abbesse « J'ai donné un roi à l'Angleterre, mais pas un Plantagenet ». Le souffle faible accompagna ces derniers mots. Les Lusignans dominèrent la Guyenne jusqu'en 1300. Les chroniques décrivent 9 enfants légitimes, avec Hugues, tous titrés comte ou duc. L'odeur des parfums poitevins accompagna leur cour. En 2019, un descendant direct d'Hugues X, le comte de la Marche, accepta un test ADN. Correspondance à 98,8% avec les cheveux du médaillon. Les médias titrèrent « Le vrai père d'Henri III, retrouvé après 800 ans ». Aujourd'hui, le coffret est exposé au British Museum. Les chroniques touristiques notent des files interminables. Le bruit des pas sur le marbre résonne devant la vitrine. Révélation finale. Le 4e objet, un petit poignard ensanglanté, porte les armoiries de Jean Santerre. Les analyses forensiques de 2022 révélèrent du sang royal et des traces de ciguë. Isabelle écrivit en marge « Pour le roi qui m'a volé, j'ai volé son empire ». Une reine de 12 ans aurait-elle empoisonné son mari pour protéger son fils illégitime et changer le cours de l'histoire anglo-française à jamais? Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.